moi, le yoga et l'Ayurveda me montrent un chemin, mais au bout du compte, j'essaie de le pratiquer, de l'intégrer à ma vie pour qu'il me serve et non l'inverse. C'est-à-dire, je les vois comme des façons de... mon travail n'est pas d'accomplir chaque chapitre du yoga avec perfection, chaque chapitre de l'Ayurveda avec perfection. C'est tant mieux si j'arrive à une certaine forme d'adéquation à ça. Mais c'est plus... je pars plus de points de souffrance à l'intérieur de moi-même. Tu sais. N'est-ce pas vrai que je me sens pas si bien dans mon ventre? N'est-ce pas vrai que je ne suis pas très calme ou que j'ai froid? Ou n'est-ce pas vrai que, bon, quelconque déséquilibre? Puis sur cette base-là, ensuite, je vais aller voir, ouais, OK, bon, ben, qu'est-ce qu'on propose? Le yoga, l'Ayurveda, on peut en discuter, mais c'est avant tout des choses qui se pratiquent et qui s'intègrent dans la vie. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut seulement garder au niveau intellectuel en discutant dans la vie, mais il y a certaines choses, je peux bien te parler de recettes, mais si tu vas jamais te mettre les mains dedans pour la faire, la recette, ça va être difficile de te la figurer, de voir qu'est-ce qu'elle goûte. Donc, pour moi, le yoga, l'Ayurveda, la beauté, c'est vraiment quelque chose qui s'intègre. C'est quelque chose qui se pratique. Et moi, personnellement, ma compréhension, elle évolue. C'est pas quelque chose qui est statique, c'est pas quelque chose qui est fixe. Ça l'évolue. À un moment donné, tu peux faire quelque chose qui est bon pour toi à ce moment-là, puis un peu plus tard, c'est plus nécessaire, c'est plus ça, c'est d'autres choses. Donc, je trouve que c'est beau, ça te garde en contact avec toi, ça nous oblige toujours à nous réactualiser, Mhm. à voir si c'est encore à propos. Puis la deuxième chose qui me frappe dans ce que tu as dit aussi, tu as parlé de la souffrance, tu sais, comment ça peut me servir. Et là, je pense qu'on tombe dans vraiment le gros sujet qui est la majorité des gens qui rentrent dans le yoga ou dans l'Ayurveda pour des raisons différentes le font souvent parce qu'il y a une immense souffrance, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit existentielle, Social ou existentiel. complètement. Je pense que c'est vraiment une des grandes portes d'entrée dans ces voies-là qui, bon, dans cette ou ces voies-là, tout dépendant comment qu'on le regarde. Puis, tu sais, je sais pas pour toi, mais moi, personnellement, ça, sur mon chemin de souffrance, c'est incroyable ce que le yoga et que l'Ayurveda vraiment m'a apporté comme soutien, comme aide, comme pilier dans ma vie. Bonjour Marie-Claude. Allô, Jonathan? On s'est rencontrés récemment vraiment autour du yoga et de l'Ayurveda en particulier. Hein. C'est vraiment ça qui nous a fait connaître l'un et l'autre. Absolument. Ben, je t'avais contacté, moi, suite à une formation. C'est là qu'on a vraiment eu la chance, dans le fond, d'échanger ensemble là, autour de ces sujets. Mm. Donc aujourd'hui, on va participer à mon nouveau projet d'ouvrir les discussions ayurvédiques. Donc tu vas être notre première invitée à cette nouvelle émission. Peut-être que ça portera le titre d'émission un jour quand j'en aurai fait plusieurs. Mais je voulais amorcer un format où on discute ensemble de façon décontractée, on apprend à se connaître, les gens peuvent après ça apprendre à nous connaître un peu par la bande, puis en même temps, on plonge dans des sujets qu'on va l'espérer intéressants. Donc, Assurément intéressant. on s'est donné comme mandat aujourd'hui pour partager au public qui nous écoute, on s'est donné un peu comme mandat de parler un peu comme comment nous, personnellement, on a vécu, qu'est-ce qu'on a envie de raconter à propos de comment est-ce que l'Ayurveda, le yoga, les pratiques indiennes, mais pas que, sont arrivées dans nos vies. Quelle place ça a pris dans nos vies. Donc, on va voir où cette discussion nous mène. Est-ce que tu as envie de commencer à nous parler un petit peu de tes premières rencontres avec ces approches-là, ou tu aimerais Bien que je sûr, je peux y commence aller. moi-même? Avec grand plaisir. Dans le fond, en ordre chronologique, moi, c'est vraiment le yoga qui a intégré ma vie en premier. Donc, je vais faire ma première introduction en lien avec le yoga. Je suis rentrée, disons, moi, par la porte d'en arrière. Donc, tu as comme la belle grande porte noble, puis tu as les petites portes arrière. Je pense que toutes les portes sont bonnes, mais moi, je suis rentrée parce que je travaille dans un centre sportif. Et dans les années 2000, il y a eu toute la folie du yoga. Donc, on allait se faire former d'une façon, disons, très minimale pour aller donner des cours de yoga là, vraiment dans les gyms ou dans les centres sportifs. Donc, ça a été ma porte d'entrée, mais qui finalement, au fil du cheminement, je suis totalement tombée dans toute la pratique du yoga et quelques années plus tard, là, c'était inévitable, je suis allée me faire former là, dans une lignée beaucoup plus classique.
Donc, je te dirais, j'ai fait un parcours de 7 ans pour devenir professeur de yoga, mais avant de devenir professeur ou formatrice, ce qui a vraiment changé, c'est au niveau de ma transformation personnelle, comme pratiquante, comme personne qui a intégré le yoga dans sa vie et qui a vraiment pu bénéficier au fil du temps de la pratique des effets extrêmement transformateurs pour moi, autant au niveau du mental, autant au niveau de ma santé, autant au niveau de ma spiritualité. Donc, en gros, comme introduction, c'est ce que j'aurais envie de dire. Et puis, je te renvoie la balle parce qu'en fait, je ne sais même pas qu'est-ce qui t'a amené sur Ah ce non, chemin-là. je t'ai jamais raconté cette histoire. Moi, ce qui m'a amené sur ce chemin-là, c'est bon, il y a eu des espèces de graines qui ont été plantées, notamment par ma mère quand j'avais 9 ans. Le premier roman sérieux qu'elle a mis dans mes mains quand elle voyait que j'étais capable de lire La courte échelle, c'était Le clan de l'ours des cavernes de Jean Mary Howell. C'est un roman, aujourd'hui encore, que je trouve fabuleux. Jean, elle avait fait, c'est une femme, une américaine, je crois, mais je suis pas certain. Elle a fait, elle a fait des grosses études anthropologiques sur l'homme ancien. Puis elle a construit une histoire dans laquelle c'est une homme Cro-Magnon qui se ramasse parmi les Néandertals. Donc, elle est accueillie par la chamane du clan. Et donc, la chamane est aussi herboriste. Et il y a toutes sortes de recherches qui étaient là-dedans par rapport aux usages des plantes médicinales anciennement par on va appeler les gens préhistoriques, des choses comme ça. Et ça a été une graine un peu qui était là. Ensuite, moi, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux. Il y avait un côté discipline, un côté... à partir de 5 ans, j'ai fait des arts martiaux. Puis mon professeur était connu internationalement, puis il a fait de moi son dauphin un peu. Donc, il m'a amené un peu... Il avait besoin d'un exemple un peu plus jeune que lui pour que les jeunes s'identifient. Je suis devenu un peu son dauphin, puis il m'a amené... ça a été mon premier mentor, là, j'ose pas dire encore le mot gourou, parce que ça a une connotation un peu péjorative ici. Mais mes parents, c'est mes premiers gourous, on va le dire, là, parce que c'est ceux qui m'ont montré m'ont montré à vivre en premier. Mais lui, ça a été quelqu'un qui a quand même marqué ma vie. Et puis ensuite, il m'a embarqué dans les histoires de cascades. Donc, j'étais doubleur pour des cascades au cinéma. Et ça m'a permis d'avoir un meilleur salaire que le salaire minimum. Euh, et, et ça m'a permis de rêver faire quelque chose avec ces sous-là. Puis comme j'étais très... je voulais pas garder les sous à la banque parce que les banquiers ils font des intérêts avec ça, puis je les appréciais pas trop. Je voulais pas acheter une voiture parce que, bon, une voiture, bon, c'est pas très intéressant. Je cherchais quelque chose qui me sortait du modèle un peu. Puis là, j'ai pensé à faire un grand voyage. Puis je me disais, ah oui, un grand voyage, ça c'est génial. Puis là, j'ai faisais des itinéraires et tout. Puis j'ai fini par aboutir en Inde, tout ça pour dire que j'ai fini par aboutir en Inde un peu par hasard parce que, comme tout le monde, ben, j'avais la tête remplie de clichés. Là. J'imaginais, bon, la spiritualité au Tibet, puis des gens qui l'évitent, puis je sais pas trop. Je me rappelle plus ce que je pouvais m'imaginer, mais dans ma tête, ça se passait au Népal, au Tibet, dans l'Himalaya. Puis l'Inde, j'en avais pas trop... Je sais pas trop qu'est-ce que l'Inde représentait pour moi à l'époque. Et c'est quelqu'un qui m'a dirigé vers l'Inde parce qu'il dit bah à l'époque où tu y vas, il va y avoir trop de pluie au Népal. Bon, mais il y a un endroit en Inde, le Ladakh, il pleut pas là-bas jamais. Tu peux aller là. Fait que, finalement, j'ai fini par aller en Inde, puis là, j'ai, comme on dit, scotché là-bas. Mon grand voyage a pris le bord. Je suis resté sur une tête d'épingle sur la map monde entre le Ladakh, le Cachemire, puis l'Himachal. Puis là, ça a ouvert une boîte. Puis après ça, ben, j'ai eu, comme tout le monde, une diarrhée du voyageur carabinée à un certain point. On pourrait dire dysenterie, là, tu sais, un peu dangereux. Là. Comme là, tu commences à te demander qu'il va falloir que ça arrête à un moment donné. Puis j'ai fini par aller voir un médecin qui prend le pouls, puis qui, bon, là-bas, c'est des médecins, là, mais ils ont le titre. Puis ensuite, c'est je me suis fait évaluer par cette personne-là, puis ensuite, j'ai eu des remèdes, puis ensuite, j'ai été soigné. Puis là, je me suis dit, ben, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire-là de prise de pouls? Aujourd'hui, ça fascine aussi les gens, là, la fameuse lecture de pouls. Donc ça a vraiment piqué ma curiosité, puis ça a été le point de départ pour moi. Puis je terminerai en disant que lorsque je suis revenu au pays, j'avais un petit livre d'Ayurveda, j'avais fait des petites pratiques sur moi-même, j'avais tenté d'apprendre quelques trucs.
Puis quand je suis revenu au pays, je me suis dit, moi, je trouve qu'il y a des problématiques dans la société. Je trouve qu'il y a des choses qui me... des injustices ou des dysfonctionnements qui me choquaient. Et je me suis dit, j'ai pas envie de faire partie du problème. C'est comme ça que je le concevais. J'avais pas envie de faire un métier qui perpétue les problématiques que je voyais. Donc, par élimination, presque, je suis devenu... je me suis dit, ah, tu sais, la médecine naturelle, OK, ouais, c'était le fun, l'Ayurveda. OK, j'aime ça lire des livres, j'aime ça être avec des gens. Ça a été vraiment un peu comme si j'étais mon propre orienteur, puis j'aurais dit, as-tu pensé, Jonathan, à la thérapie naturelle? La thérapie de tout, non. Puis, il y avait pas, à part les petites graines plantées par ma mère, j'avais pas tant de prédisposition pour le karaté un peu, mais j'étais pas clairement là-dedans. Je mangeais pas très bien. Je faisais tout pas correct là, quand j'ai appris l'Ayurveda. Je me suis rendu compte que je faisais tout à l'inverse. Mais ça, c'est normal parce qu'on fait les excès on prend ce qu'on a, on en fait un peu trop, puis ça devient des excès. Donc, ça a été ça en très résumé mon parcours. Wow, c'est quand même. Toi, t'es rentré par la grande porte de l'Inde, là. Ah ouais, on pourrait dire ça. Ouais, c'est beau, merci. J'ignorais ça. C'est vraiment, c'est passionnant comme histoire. J'ai beaucoup aimé aussi en Inde rencontrer des gens. Pour moi, l'Inde, ça commence quand, je sais pas, moi, t'es assis à côté du Gange, puis tu te fais une petite prière, tu mets une petite chandelle qui flotte ou je ne sais trop, puis, il y a quelqu'un à côté de toi, puis, oups, on commence à jaser, puis là, il te raconte son univers. Tu sais, les gens ont des univers là-bas, chacun a ses maîtres à penser, ou chacun a son petit écosystème particulier. Puis c'est d'entendre ces histoires-là, quelqu'un dans un restaurant qui pointe une image célèbre de la Bhagavad Gita, qui se met à me raconter qu'est-ce que son mentor lui partageait par rapport à ça. C'est là où j'ai touché à quelque chose. Mon premier professeur de yoga, c'était j'aime pas ça dire ça comme ça, parce que ça peut être beaucoup de choses, un yogi, mais c'est un vrai yogi de type fait des retraites de plusieurs mois dans les montagnes, puis il y avait vraiment une espèce de détachement, de relaxation qui transmettait à ses élèves. C'était très agréable. C'était un yoga peut-être pas... bon, il manquait peut-être certaines rigueurs qu'il fallait acquérir un peu plus tard, mais il y avait quelque chose d'extrêmement détendu dans les premiers contacts que j'ai eus avec le yoga, un peu dans la foulée de mon premier voyage. Est-ce que le yoga est venu avant l'Ayurveda dans ta vie, ou l'inverse? Le yoga, je te dirais... tu sais, ne serait-ce qu'au Québec, si je peux dire, là, le yoga est arrivé par ordre chronologique un peu avant l'Ayurveda aussi. Donc, souvent, un amène à l'autre. Là. On s'en sort pas. Hein, on commence à voir du yoga à un moment donné. Pouf, on apprend, voyons, Ayurveda, c'est quoi? Juste le mot. Bon, le mot, il est intimidant, on va se le dire. Là. Ayurveda. Moi, je me rappelle... ça tourne drôle en bouche. C'est dur de se faire une image ou de penser à quoi ça pourrait... de quoi ça parle, cette histoire-là, tu sais. Puis ça mange quoi en hiver? C'est ça, exactement. Puis j'avais participé à un colloque de yoga, puis je me souviens, j'avais vu on choisissait les ateliers, puis là, il y avait le mot Ayurveda que je n'étais même pas capable de prononcer, puis j'étais là, oh non, ça me tente pas. C'est sûr que ça avait l'air compliqué, là, ça me tentait pas. Donc, pendant quelques années, on dit que on voit ce que l'esprit est prêt à voir à un moment donné, hein. Donc, moi, non, ça m'intéressait pas, je voyais pas, c'était compliqué. Puis, à un moment donné, dans l'école de yoga où j'ai étudié, il y avait une revue de yoga, mais là, pas une revue de yoga avec plein de publicités. Tu ne pouvais même pas l'acheter. Elle était réservée vraiment aux pratiquants dans cette lignée-là. C'était aussi cher que d'acheter un livre parce que justement, il n'y avait aucune publicité. C'était vraiment sous forme de revue, mais entièrement consacrée au yoga. Et à un moment donné, dans cette revue-là, eh bien, il y a quelqu'un qui a commencé à faire des textes sur le yoga et l'Ayurveda. Donc, qui a été finalement ma première professeure de yoga, d'Ayurveda, pardon. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de la faire venir, la contacter en disant « Hey, mais elle était en France, tu n'aurais pas envie de venir au Québec pour former des professeurs de yoga en Ayurveda, pas formés au sens thérapeute, mais tu vois, nous donner comme... formation continue. Ou voilà, sur le yoga, l'Ayurveda et tout. Donc, elle a commencé à venir et elle est venue sur une période de 10 ans. En fait, jusqu'à la pandémie à peu près, là.
Et ça a été mon premier contact avec l'Ayurveda qui a totalement transformé ma vision de ce que je jugeais. Voyons, c'est quoi ça, compliqué et tout. Parce que cette femme, je peux Ben nommer, oui, qui s'appelle Evelyne Matelet, qui, je ne sais pas faut lui si elle est... redonner ses Ouais, honneurs. absolument. Je ne sais pas si elle est encore, mais elle a été pendant longtemps la présidente d'Ayurveda France. Donc, quelqu'un qui est très, très, très impliqué dans l'Ayurveda. Et tu sais, Jonathan, il existe toutes sortes de professeurs. Puis, il y a des professeurs qu'on ne peut pas expliquer pourquoi, mais qui nous touchent profondément, pas juste au niveau intellectuel, mais dans notre âme, dans notre cœur. C'est comme, on dirait que je Mhm. buvais ces paroles. J'avais jamais entendu tant de beauté. Puis, je te dirais deux points qui ressortent pour moi dans vraiment ces précieux enseignements. Premièrement, c'est le fait de reconnecter à l'intérieur de moi. C'est comme si ces enseignements me mettaient pas en contact avec un savoir intellectuel, mais me mettaient en contact avec qui je suis profondément, avec des choses, on dirait, qui étaient chuchotées en moi depuis longtemps, Mhm. mais que, tu sais, je pouvais pas entendre avec tout le brouhaha du quotidien. Ça l'a été, tu parlais de la détente tantôt, en lien avec ton parcours de yoga. Mhm. On dirait qu'en dedans, tu vois quelque chose qui fait oh, mais c'est tellement ça, tu sais. C'était de la poésie à mes oreilles. Mhm. C'était vraiment beau. Puis la deuxième chose, donc, on dirait que ce savoir-là m'a ramené profondément à l'intérieur de moi. Et la deuxième chose, c'est que dans ses enseignements, elle apportait une grande, grande place à toute la beauté. Mais je te parle pas de beauté superficielle, là. Je te parle de la vraie beauté. Euh, Bien soigner les assiettes, quand on va chercher des choses en nature, les prendre en conscience, euh, avoir Mhm. de la nourriture pour les sens, vraiment dans une grande beauté, soigner les choses, pas faire les choses à la course. Et pour Avec moi, ça, grâce, mais complètement, parce que se la vie, permettre c'est de vivre la grâce. totalement, totalement. Et moi qui étais toujours un petit peu sur le nerf, sur le stress, puis à la course, d'être en contact avec, elle disait, tu te fais à manger, prends le temps de te mettre une belle table, même si tu es seul, va te cueillir une Mhm. fleur. Et c'est tous ces petits détails-là, mais c'est aussi la profondeur de l'Ayurveda, Mhm. dans toute sa splendeur, puis dans tout ce que ça inclut. Donc pour moi, ça a été vraiment, tu sais, quand on dit il y a une vie avant, puis il y a une vie après, pour moi, la rencontre avec cette femme-là, ça a été pour moi un grand, grand professeur de vie là, à Mhm. plusieurs niveaux. Donc, très, très, très reconnaissante de ce qu'elle a pu me partager. Merci beaucoup pour ce partage. Ce que je remarque là-dedans aussi, c'est ce que j'ai envie de rebondir, c'est l'aspect trouver un enseignant, un professeur qui nous correspond. C'est un sentiment, comme tu dis, ça vient faire écho à des choses qu'on ressent en nous. On se sent moins seul, on sent une cohérence. Il y a des parties de nous qui sont pas disons, stimulés ou qui sont pas visités ou qui ont peu de points de référence à l'extérieur. Puis parfois, on les ignore même, mais ils sont là à l'intérieur de nous. Puis là, quand on les voit, on se les fait pointer ou on rencontre quelqu'un qui parle de ça ou on trouve un moment de cohérence. Ben notre univers intérieur s'illumine. Il y a des puis de trouver des points de référence à l'intérieur. Moi, je trouve ça tellement important aujourd'hui en Ayurveda parce que des points de référence extérieurs, on en a énormément. Je veux dire, des recherches, des conseils, toutes sortes de choses. Puis, pour pouvoir voir clair là-dedans, il faut avoir un point de référence intérieur. Il faut vivre les choses dans l'expérience. Puis, moi, c'est ça qui me fascinait aussi avec l'Ayurveda, c'est que c'est une science, donc elle n'est pas attachée à dire, bon, toute personne buvant le basilic sacré devrait se sentir comme ceci ou comme cela. Non, c'est une science, donc on se dit qu'il y a toutes sortes de choses à apprendre, il y a toutes sortes de... On est prêt à réfuter des théories qui sont pas vraies. Puis comment on la valide, cette science-là, c'est comment on fait l'expérience scientifique. Aujourd'hui, on appellerait ça par l'expérience empirique, par le vivre. Il n'y a rien comme le vivre. Donc, si je te raconte que le cumin, c'est excellent pour éliminer les ballonnements, c'est sûr qu'il y a des expériences qui demandent un peu plus de temps que d'autres. Dans le cas du cumin, ça devrait avoir un effet de faire sortir quelques vents excédentaires assez rapidement. Mais un coup qu'on l'essaie, qu'on le vit, OK, là, ça veut dire quelque chose, c'est validé. Puis là, c'est ancré dans la personne, puis j'ai plus besoin,
je veux bien que mes clients, entre guillemets, là, que je conseille en consultation, me croient pour qu'ils essaient, pour qu'ils fassent le chemin. Puis des fois, il faut essayer plus longtemps qu'on voudrait. Là. Des fois, il faut me croire pendant une couple de mois. Mais au bout du compte, je leur demanderais pas de persévérer des mois durant à me croire si je pensais pas qu'ils pouvaient, qu'au bout du compte, ils allaient me dire « Ah oui, ben, je le sens. C'est pas que je pense que tu as raison, c'est que je l'ai vécu. Puis là, on valide la chose. Puis le cas contraire, ben, je me suis trompé, quelque chose que j'ai pas vu, quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Mais je pense que l'expérience, bien sûr que, bon, il faut se donner la peine de la faire comme il faut, l'expérience, mais au bout du compte, l'expérience humaine est suprême pour moi. Puis sans ça, tu sais, moi, puis là, ça te fera rebondir peut-être d'une autre façon comment tu l'abordes, mais moi, le yoga et l'Ayurveda me montrent un chemin, mais au bout du compte, j'essaie de le pratiquer, de l'intégrer à ma vie pour qu'il me serve et non l'inverse. C'est-à-dire, je les vois comme des façons de... mon travail n'est pas d'accomplir chaque chapitre du yoga avec perfection, chaque chapitre de l'Ayurveda avec perfection. C'est tant mieux si j'arrive à une certaine forme d'adéquation à ça. Mais c'est plus... je pars plus de points de souffrance à l'intérieur de moi-même. Tu sais. N'est-ce pas vrai que je me sens pas si bien dans mon ventre? N'est-ce pas vrai que je ne suis pas très calme ou que j'ai froid? Ou n'est-ce pas vrai que, bon, quelconque déséquilibre? Puis sur cette base-là, ensuite, je vais aller voir, ouais, OK, bon, ben, qu'est-ce qu'on propose? Hein? Mais ce que tu dis, c'est... voir aussi. Ben, deux choses là, de ce que tu dis, mais le yoga, l'Ayurveda, on peut en discuter, mais c'est avant tout des choses qui se pratiquent et qui s'intègrent dans la vie. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut seulement garder au niveau intellectuel en discutant dans la vie, mais il y a certaines choses, je peux bien te parler de recettes, mais si tu vas jamais te mettre les mains dedans pour la faire, la recette, ça va être difficile de te la figurer, de voir qu'est-ce qu'elle goûte. Donc, pour moi, le yoga, l'Ayurveda, la beauté, c'est vraiment quelque chose qui s'intègre. C'est quelque chose qui se pratique. Et moi, personnellement, ma compréhension, elle évolue. C'est pas quelque chose qui est statique, c'est pas quelque chose qui est fixe. Ça l'évolue. À un moment donné, tu peux faire quelque chose qui est bon pour toi à ce moment-là, puis un peu plus tard, c'est plus nécessaire, c'est plus ça, c'est d'autres choses. Donc, je trouve que c'est beau, ça te garde en contact avec toi, ça nous oblige toujours à nous réactualiser, à voir si c'est encore à propos. Puis la deuxième chose qui me frappe dans ce que tu as dit aussi, tu as parlé de la souffrance, tu sais, comment ça peut me servir. Et là, je pense qu'on tombe dans vraiment le gros sujet qui est la majorité des gens qui rentrent dans le yoga ou dans l'Ayurveda pour des raisons différentes le font souvent parce qu'il y a une immense souffrance, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit existentielle. Sociale ou existentielle. Complètement. Je pense que c'est vraiment une des grandes portes d'entrée dans ces voies-là qui, bon, dans cette ou ces voies-là, tout dépendant comment qu'on le regarde. Puis, tu sais, je sais pas pour toi, mais moi, personnellement, sur mon chemin de souffrance, c'est incroyable ce que le yoga et que l'Ayurveda vraiment m'a apporté comme soutien, comme aide, comme pilier dans ma vie. Puis mettons, fait que ça, on parle beaucoup, mettons, on parle de l'âme, on parle du cœur, on parle de la nourriture spirituelle, dans le fond, de se trouver aussi, de trouver des voies d'évolution qui nous conviennent. Moi, les modèles que j'ai eus quand j'étais jeune, c'était, bon, les Olympiens, les gens d'affaires friqués, les modèles d'évolution qu'on m'offrait, c'était pas mal, c'était pas assez. T'sais. En Inde, on peut apprécier quelqu'un qui s'est dépossédé de tous ses biens. Quelqu'un ici qui serait un itinérant pour être un sage en Inde. Complètement. Puis bon, c'est sûr que le climat aide un peu, là, mais c'est plus facile d'être un vagabond en Inde qu'au Québec, mais toujours est-il que c'est ça. Puis de l'autre côté, moi, je pourrais ajouter qu'est-ce que le yoga, l'Ayurveda m'a apporté. Ben, moi, je faisais des arts martiaux. Déjà, il y avait de la souplesse et tout, mais avec le yoga, il y a encore plus. C'est vraiment omnidirectionnel. Puis je voyais des corps aussi, les gens sont en forme des fois, mais sont très rigides. Plus on vieillit, plus on devient comme un peu on perd de l'amplitude, on perd du mouvement. Donc, puis bon, les arts martiaux, j'étais vraiment pas dans des traditions d'arts martiaux violentes ou rien du tout, là, loin de là. Mais
j'ai greffé quelques trucs d'arts martiaux avec mon yoga. J'appelais ça je faisais j'avais eu aussi un intensif de tai chi très, très, très intense. À la fin, j'avais inventé le Thai yoga raté. Puis j'ai déjà rencontré d'autres mondes qui faisaient ça, puis j'avais pensé faire ça dans des parcs ou des trucs comme ça parce que c'était très dynamique. C'était parfois là, un moment de yoga, après ça, OK, un peu d'exercice de karaté, des trucs un peu plus dynamiques. Après ça, les trucs tai chi qui sont vraiment un peu plus dans l'accumulation d'énergie et tout. Fait que ça venait compléter quelques petits morceaux. Mais le yoga est quand même devenu, d'après moi, dans ces 3 disciplines-là, le yoga est resté comme une espèce d'assise sur laquelle j'ai posé ça. Je l'ai vraiment intégré dans ma vie. Quand j'étais jeune, le karaté, j'arrêtais pas ma famille peut le dire, là, j'arrêtais pas de faire des coups de pied, j'arrêtais pas de m'étirer à tous les moments de la journée. Mais ça, j'ai conservé ça. Je vais constamment, pouf, on va me voir à terre en train de faire un truc, un étirement, une twist de dos. Bon, parce que j'ai pas beaucoup de temps pour faire des longues pratiques, mais aussi, j'essaie d'infuser ça dans chaque moment de ma vie. Fait qu'au niveau physique aussi, ça m'a aidé. Puis l'Ayurveda, ben, je m'étais retrouvé, moi, je me trouvais bien fin, là, je buvais 1 ou 2 espressos le matin, là, ça me crinquait, puis j'avais un ami qui m'offrait un restaurant, j'habitais proche, j'étais sur le plateau Mont-Royal, puis j'habitais proche d'un restaurant, puis là, lui, il m'offrait le café, puis il me chargeait, c'était le gérant du resto, puis il me chargeait un extra pomme de terre à 1,25. Fait que je me trouvais bien brillant que je payais 1,25. Là, j'avais mes patates, puis mon café. C'est tout aggravant pour Vata. Là. Les pommes de terre, ça fait partie des légumes solanacés. Et moi, j'avais des problèmes un peu Vata, j'avais des excès Vata, puis après, je faisais tout pour maintenir mes excès Vata. Je me rendais compte, je faisais une orgie de solanacées, je faisais des currys, aubergines, pommes de terre, poivrons, je les mettais tout ensemble. J'aurais pas pu m'évertuer mieux. Et quand j'ai commencé à suivre mes formations en Ayurveda, là, j'ai vu que, oups, ça marchait pas mon truc. Puis quand on est jeune, ben, tout fonctionne. Je veux dire, quand t'es jeune, 2 tranches de ballonné, puis 3 barres masques, let's go, là, on y va. Là, c'est pas, on s'en rend pas compte, puis c'est plus tard qu'on va payer, mais fait que je faisais tout croche. Fait que ça m'a beaucoup aidé au niveau digestif, au niveau j'ai finalement atteint la selle parfaite selon l'Ayurveda. Là, à partir de là, c'est vraiment le fun parce que là, si tu fais un excès, là, tu le vois parce qu'on est tellement dans des excès que les gens sont comme qu'est-ce qui m'a fait quoi? Ils regardent le dernier repas qu'ils ont mangé, mais sont déjà pris. C'est comme toutes sortes d'affaires empêtrées. Mais quand on arrive à épurer, puis que là, je fais ma petite selle parfaite le matin, ben si je mange un petit peu trop tard le soir, elle va arriver un peu plus loin. Là, chaque variation a un impact direct, mais c'est dur de rester là. C'est comme. Fait que ça m'a aidé aussi au niveau physique, puis je dirais que le plus, pour moi, si j'avais à choisir un des deux, je garderais le côté spirituel parce que si mon cœur n'est pas nourri, il n'y a pas grand-chose qui vaut, mais je suis aussi quand même reconnaissant au niveau physique, quoique j'avais pas j'ai pas un parcours où avant j'avais une maladie chronique mortelle et puis j'ai pas ce type de parcours-là, heureusement. Est-ce que toi, ça t'a apporté aussi dans les niveaux plus mais tellement, je te dirais le plus gros truc pour moi, ça a été vraiment au niveau de la gestion, tout l'aspect psychologique large, je vais dire, là. Okay. Moi, j'ai eu des problèmes d'anxiété incroyables, là, vraiment de type crise de panique, mais pas vraiment avec d'éléments déclencheurs. Tu sais, ça pouvait un peu se manifester. C'est comme le système nerveux, il était totalement... il n'y avait plus aucun ordre là-dedans. On parle de, peut-être, ça a commencé quand j'avais vraiment 15 ans, donc on parle de peut-être il y a comme une trentaine d'années. Et ce type de diagnostic n'était pas si facile à avoir. Maintenant, on en entend beaucoup parler. C'était très compliqué de se faire diagnostiquer un trouble anxieux ou ci ou ça. Et moi, mes symptômes, ils étaient, tu sais, on va entendre souvent les crises de panique, là, les gens qui ont de la misère à respirer, le cœur qui bat la chamaille, tu sais, vraiment comme le nerf vague qui s'affole. Puis moi, j'avais des symptômes plus de type un peu dépersonnalisation, déréalisation. C'est très, très étrange, là. De toute façon, peu importe la crise de panique, le constat est toujours le même, tu vas mourir dans l'instant. Quoi qu'il arrive, c'est ce qui arrive. Il y a comme un sentiment de... Vraiment que c'est terminé, tu sais. Ça, c'est pas une mort le fun. Ah non, vraiment pas. Puis en plus, c'est que normalement, on va se dire, Jonathan, dans cette vie-ci, on devrait avoir qu'une seule mort. Quand tu fais des crises de panique, tu peux avoir plusieurs morts. Tu meurs à chaque crise, tu sais.
Donc, pour moi, ça a été vraiment, vraiment intense. Mm. J'ai commencé à perdre mon autonomie, plus capable de conduire la voiture, plus capable de sortir dehors. Donc, vraiment comme des symptômes un peu de claustrophobie, agoraphobie, etc. Puis, pour moi, je ne voyais pas de quelle façon j'allais pouvoir avoir un semblant de vie normal, si tu veux, avec une autonomie, faire ma... Tu sais, ma mère m'aidait, mon chum de l'époque m'aidait. J'ai comme perdu beaucoup, beaucoup mes moyens. Et c'est là que le yoga, vraiment comme... parce qu'on parle beaucoup du yoga comme les postures physiques, la force, la souplesse, le flux digestif, mais avant toute chose, le yoga, c'est vraiment le travail sur le mental. Je prends juste 2 secondes pour donner il y a plusieurs définitions, mais la définition du texte de référence, je peux dire qu'il est le Yoga Sutra de Patanjali, on va dire le yoga, c'est la cessation des fluctuations du mental. Donc, toutes ces vagues qui m'amenaient dans du stress, dans de l'anticipation, dans des scénarios catastrophiques, des espèces de montagnes russes, entre la joie, puis la peur, puis la peine, puis il y avait quelque chose de... En tout cas, j'espère que tu n'as pas le mal de mer quand tu fais un bout de vie avec moi, là, parce que c'était solidement... Il y avait de la houle. Il y avait de la houle, disons. Mais mon entrée dans le yoga était beaucoup intellectuelle. J'aimais ça lire, j'aimais ça étudier les postures, j'aimais ça enseigner, mais ça a été long quand même avant que j'installe ma pratique personnelle. Et à chaque fois que je parlais dans mon réseau de mes problèmes, je me rappelle Claude Maréchal, qui est vraiment un professeur international qui a tellement donné sa vie entière et consacrée au yoga. Il a formé dans plusieurs pays. Il a été en Inde, dans la lignée de Krishnamacharya, donc dans une lignée qui est vraiment classique, reconnue. À chaque fois, c'est toujours ça, c'est va au tapis. Tu parles que tu as un problème là, de n'importe quelle nature, physique, alimentaire, émotionnelle. Les professeurs qui sont dans des lignées classiques vont dire va au tapis, c'est là que ça se passe. Donc, Claude m'a dit va au tapis. Ma professeure, Joanne, m'a dit va au tapis. Des formatrices qui m'ont dit va au tapis. Mais j'étais là, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire au tapis pour mes crises d'anxiété, tu sais? Et je me rappelle, ma fille, elle a 16 ans maintenant. Donc, dans presque... elle va avoir 16 ans en avril. Donc, ça fait 15 ans et demi à peu près. Un jour, je me suis dit, mais ils me tapent donc bien avec leur pratique. Eux autres, là, va au tapis, va au tapis, va au tapis. Je vais y aller au tapis. Je vais y aller assez longtemps pour qu'on puisse constater que ça n'aura pas d'effet sur l'anxiété parce que... Je vais leur montrer que ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Moi, je ne voyais pas le lien. Ouais. Jonathan, je ne suis jamais ressortie du tapis depuis ce temps. Donc, ça va faire bientôt 16 ans que j'ai une pratique quotidienne établie. Au début, c'était n'importe quoi, 5 minutes par-ci par-là, parce que j'avais des enfants en bas âge. Et déjà, absolument. Mais de fil en aiguille, j'ai posé quelque chose. Je me suis visitée intérieurement, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à me détendre, j'ai appris à me voir venir. Écoute, c'est pas parfait parce que j'ai encore parfois ces tendances... ça revient vite. Mais maintenant, j'ai des outils. Et écoute, te dire, toi, tu es au courant, mais moi, je suis allée en Inde au mois d'août de l'année passée. Donc, mais jamais dans ma vie, avec des troubles anxieux, tu penses que tu peux aller en Inde, tu comprends? Parce que si le bordel prend là-bas, tu es vraiment loin de chez vous, tu es loin de tes ressources. D'ici, on se dit ça, là, de là-bas, on se dit « Oh my God », puis c'est intense comme univers, puis on a raison de penser ça, sauf que le feeling n'est pas ça. Hein, non, complètement. Tu te sens à la maison, tu sais, c'est incroyable. Mais tout ça pour dire que, pour moi, avec du recul, de faire... je m'en vais la semaine prochaine dans une retraite dans les Laurentides, pouvoir prendre ma voiture toute seule, conduire pendant 3-4 heures, pouvoir aller en Inde, retrouver cette liberté-là auquel je n'aspirais même plus. Là. Tu comprends? Moi, je me disais, ma vie va être... C'est une preuve que tu as évolué parce qu'avant, tu n'aurais même pas pu... C'est un dépassement de toi. Complètement. Moi, je suis à Lévis, Jonathan, donc 15 minutes des ponts. Traverser le pont de Québec, c'était trop pour moi. Ça me mettait tout de suite toutes les clignotants en alarme, la crise d'anxiété, penser que je vais mourir. Donc, ça, je pourrais en pleurer tellement que jamais dans ma vie, je n'aurais osé rêver d'une vie dans laquelle je suis libre et autonome et que je peux vraiment faire des choix pas à partir de la peur. Oui, parce que sinon, tu deviens comme t'es constamment torturé par... C'est pas une vie libre que d'être pris à l'intérieur, là. Ou d'être... Non, parce que tu veux toujours être près d'une référence sécurisante. Que ce soit ta maison, que ce soit tes parents, que ce soit ton conjoint, que ce soit peu importe quoi. Mais l'idée, c'était, je suis à combien de temps, c'est un peu inconsciemment, tu vois, mais je suis à combien de temps d'une référence sécurisante?
Puis c'est utile, mais à un moment donné, il faut pouvoir justement faire ces petites incursions-là de plus en plus longues, puis Complètement. revenir après ça. Puis ça me fait penser, c'est comme si, tu sais, le mental, des fois on dit dans d'autres courants, bon, j'entendais, tu sais, le mental, l'esprit, il est là pour prévenir des problèmes, donc il cherche des problèmes. Fait qu'il peut juste penser en termes de problèmes. Puis c'est comme si la solution n'est pas là, mais on a tendance à toujours chercher. C'est un peu comme un ordinateur qu'il faudrait qu'il fabrique un repas réel. Mais il est juste un ordinateur. Il peut juste, il peut bien réfléchir autant qu'il veut. Il ne construira pas le repas. Puis s'il y a une autre force ou il y a un autre niveau qui, lui, constitue le repas, ben c'est comme si là, le mental, il va pouvoir se calmer parce que, en fait, c'est comme s'il croit qu'il y a la solution en lui, mais non, lui, il a juste les problèmes. La solution, il faut qu'elle vienne après, mais ça peut nous informer. Moi, j'essaie de ne pas faire la guerre au mental non plus parce qu'il peut avoir une attitude qui devient trop antipathique, mais je ne m'attends pas à d'autres choses du mental. C'est sûr que si je veux le visiter, il va me raconter il va me, des fois, il y a d'autres choses à me dire, mais la plupart du temps, il trouve des problèmes, ou il analyse il découpe, quand je veux vivre la joie, je vais plus comme le vivre dans un tout, dans tout mon être. Le mental, il est là, mais il est plus comme, c'est pas lui qui lead, là, il est juste comme, OK, tu manges une pomme, OK, OK, il n'y a pas grand-chose à dire quand je suis pas dans la zone de problème. Mais c'est sûr que si je veux le visiter constamment, ou si je dépends, si, mettons, je dépends du mental pour régler les problèmes du mental, parce que la façon que je le voyais un peu, c'est comme si, en te faisant aller au tapis, c'est comme si on disait, le mental, il cherche la solution dans lui-même, mais genre, sort de là, elle est pas là, mais là, c'est parce qu'on veut le régler, le problème, puis dans notre tête, il est dans le mental, donc c'est un peu comme, on veut pas quitter le lieu où ça se produit, ce problème-là, parce qu'on veut le régler, mais en fait, il se règle dans une autre dimension, dans Complètement. l'intégration, dans le moment présent, c'est un peu bizarre, j'espère que c'est pas trop incohérent, ce C'est que je viens pas, de mais dire. tu vois, moi, ça me fait penser. Ça me fait penser. Je pense que c'est Pour pas Einstein mettre, qui je vais sortir disait. d'ici, Ouais, c'est ça. On veut aider, mais finalement, on va créer de la confusion plus que d'autres choses. Je pense que c'est Einstein qui disait on peut pas résoudre un problème au même niveau. Il faut aller sur un ou autre avec, plan, on peut un pas autre. résoudre le problème avec ce qui a causé le problème Non, en premier lieu, là. complètement. Donc, tu vois, l'anxiété, elle se ressent beaucoup dans le mental, dans le corps. Ouais. Donc, d'aller au tapis complètement dans un autre univers, Mm. c'est incroyable. Ça donne un recul. Ça le. Oups, attends un peu, qu'est-ce qui se passe là, tu sais? Puis, moi, je pense vraiment que l'apaisement mental, tu sais, c'est impossible de ne pas avoir des pensées. On va se le Non. dire, c'est utopique, penser qu'on Ouais. peut. Ah, mais je me rappelle, je disais à ma mère, tu sais, je parlais de la méditation, t'arrives-tu à faire le vide? Mhm. T'arrives-tu à pas avoir de pensée? Mais le vide, là, ça se peut pas. Il y a du plein qui Ouais, c'est remplit tout ça. le temps. Mais de quelle façon tu peux être tranquille? De quelle façon tu peux être en paix? De quelle Ouais. façon tu peux être résilient? De quelle façon tu peux ne pas accorder d'importance ou nourrir ces Mhm. pensées-là? Et moi, c'est vraiment ça. La voie du tapis, elle m'apporte plus de silence, plus de paix, plus de calme, plus de détente. Et ça, en 2024, on va se le dire, c'est pas un luxe, là. On en a besoin parce C'est que de plus en plus, ouais. Moins on est là-dedans, plus c'est nécessaire. Ou tu sais, quelqu'un qui vivrait, j'imagine, je sais pas, moi, je sais pas pourquoi je pense à ça. Je reviens à mon passé de cascadeur, mais je pense aux acteurs qui travaillent 14-15 heures par jour à se dépersonnaliser, à se projeter dans un autre truc, dans une grosse patente. Ben, j'imagine que eux, il y en a sûrement beaucoup qui ont adopté ça aussi, ben, des pratiques de yoga pendant leur journée, des trucs pour faire un contrepoids, du moins, là, si ce n'est que idéalement vivre notre vie un peu plus comme ça. Puis, tu sais, une autre des définitions du yoga aussi, c'est union. hmm. Ben, union veut dire deux trucs, comme les deux bulles qui se sont réunies en une. Mais je pense que c'est là, dans le vide se crée plus dans l'union de ces deux affaires-là, qui là, il y a un apaisement parce qu'il y a moins de dichotomie, il y a moins de contraires, il y a moins de un contre l'autre, d'opposition, la non-dualité. Puis là, ça crée, mais le lac, ça reste un lac. S'il n'y a plus de vagues à un instant suivant, il pourrait en avoir une. Hmm. Donc, on n'a jamais gagné. Mais l'important, c'est que avant, mettons, tu aurais perpétué dans ton cycle de souffrance du mental. Aujourd'hui, c'est le même truc qui se pointe, mais tu tombes pas, tu suis pas cette descente-là parce que tu sais quoi faire. Fait que là, tu reviens à la solution qui est, mettons, on va l'appeler comme ça, sur ton tapis.
Moi aussi j'ai l'impression ou enfin c'est quelque chose que je partage dans mes consultations souvent avec les gens, c'est j'ai l'impression, ma compréhension, c'est que nos traumas, nos difficultés psychologiques, affectives, tout ça, c'est pas qu'à un moment donné, on les a transcendés au point où, à certains points, peut-être qu'on les revisite plus jamais. Mais moi, ce que je trouve de plus concrètement, que j'ai plus observé, c'est plus quand je les revisite, maintenant, je sais comment m'aider. Avant, je savais pas, j'empirais peut-être la situation. Donc, j'ai toujours les mêmes problèmes, entre guillemets, mais mes problèmes ne m'affectent plus autant, puis je comparais ça à quelqu'un qui aurait, je sais pas moi, il manque une jambe, puis il voudrait courir, puis le temps que dans sa vie, il trouve c'est quoi une attelle, puis une prothèse, ben la personne va souffrir, mais un coup qu'elle va trouver la prothèse, j'espère que tout le monde va avoir toute leur jambe, mais néanmoins, elle pourrait courir facilement, puis se dire, ben coudonc, mais elle va devoir remettre elle peut pas se lever un matin puis décider, ah, moi, j'ai plus besoin de béquilles, j'ai plus besoin d'attelle, non, non, il manque, on vit avec mais on sait quoi faire, donc c'est plus un problème, puis peut-être, là, dans l'absolu, peut-être qu'il y en a qui arrivent à transcender à 100% certaines problématiques pour ne plus jamais les revisiter, mais je trouve que ça, c'est un objectif aussi souffrant pour la personne qui souffre, parce que ça met de la pression, c'est comme dire, t'es anxieuse, là, ben là, il faudrait que tu ne ressentes plus jamais l'anxiété. Non, non, c'est quand tu ressens l'anxiété, c'est correct, puis tu peux te favoriser pour ne pas, c'est pas de refuser la sensation, mais bien de ne pas l'encourager non plus, tu sais, si elle n'est pas agréable, puis elle n'est pas bénéfique. Mais c'est un peu ce que j'entendais dans ce que tu disais, c'est que tu pourrais voir cette porte-là vers l'anxiété s'ouvrir parfois, mais là, tu plonges plus dedans ou tu sais plus. Puis là, tu sais qu'au contraire, même, il faut que tu ailles vers d'autres choses. Tu as créé ces schémas-là qui n'existaient pas avant en toi, qui devaient te manquer, puis que là, bon, ça devenait difficile de traverser le pont de Québec. Moi aussi, c'était des souffrances à d'autres niveaux. C'était moins des crises d'anxiété, mais c'était plus comme un sentiment de malheur, une profonde tristesse, hein, une espèce de profond. Puis, j'ai en Inde aussi, on m'a partagé un truc. On m'a dit, la planète, là, elle t'appartient pas. Elle t'appartient pas. Fait qu'arrête de faire comme si c'était à toi, puis qu'on avait dérangé ta planète. T'es un visiteur. C'est triste de voir que d'autres visiteurs, mettons, sont peut-être pas des bons visiteurs, là, tu sais, ils vont chez leur hôte, puis ils gâchent tout. Mais agis pas comme si t'étais l'autre. Tu sais, c'est pas moi la planète, puis je peux dire au monde, sors de chez nous, t'es pas un bon visiteur. C'est malheureusement pas à moi, mais ça m'enlevait une pression aussi. Tu sais. Puis ça réduisait mon malheur. Puis j'ai comme un peu compris que je souhaite encore que la planète, dans son ensemble, aille le mieux possible. Mais je comprends que je peux pas attacher mon bonheur à ça. Puis que c'est possible que mon existence, l'existence d'autres personnes soit entière et complète, mais que ce soit pas nécessairement à nous d'interagir avec chacun des problématiques tu sais, je suis un gars très volontaire, mais justement, il a fallu que ce côté-là un peu révolutionnaire, aujourd'hui encore, Ayurveda Révolution, c'est pas pour rien, ce côté-là un peu révolutionnaire, je l'ai un peu mis à mon échelle, OK, ben je fais ce qui m'est imparti, mais mon bien-être, je compromets pas mon bien-être, mon malheur va pas non plus aider quoi que ce soit. En gros, je vais finir avec ça parce que ça part dans tous les sens, mais j'ai compris que mon complexe du sauveur, là, je pense que le sauveur, puis beaucoup d'entre nous qui faisons du yoga ayurveda, on est un peu dans ce complexe-là davantage que d'autres. Ben, il y a des limites. Puis le sauveur, souvent, il ignore ses limites. Il est comme, oui, oui, je vais sauver ça. Oui, oui, je vais arranger ça. Oui, oui, je vais être celui qui va faire ci. À un moment donné, il dépasse ses limites. Puis là, les gens sont comme, ben là, tu m'as dit que tu allais me sauver, puis t'es pas là. Genre, tu sais. Parce que, tu sais, c'est intéressant parce que ce que tu dis, tu sais, là, toi, c'était comme à grande échelle, là, tu parles du sauveur, mais, tu sais, peu importe qu'on soit parents, qu'on veut tellement faire pour nos enfants, on voudrait pas les voir souffrir ou peu importe, tu sais, on a tous beaucoup ce regard extérieur-là, puis penser qu'on pourrait changer quelque chose à la vie des gens ou les aider à aller mieux ou ci ou ça. Puis, en fait, je pense que ce chemin-là, c'est juste une invitation à faire, écoute, je pense que c'est Evelyne qui disait, mais qu'est-ce que tu veux faire avec tes deux petits bras pour la planète? Je veux dire, la seule affaire qu'on peut faire, c'est vraiment marche le chemin pour toi, rayonne, inspire, sois au mieux, tu sais, dans ta santé, dans ta paisibilité mentale, dans ton corps, dans ton expérience spirituelle, peu importe.
c'est vraiment de cette façon-là qu'on peut le plus, de mon point de vue, hein, c'est pas une vérité, mais contribuer justement peut-être à l'humanité. Ça a l'air gros, mais d'une certaine façon. Puis je me rappelle, tu sais, le mot santé en Ayurveda, Svasta, il y a sûrement toutes sortes de traductions, mais Vin avait dit la santé, c'est être établi en soi-même. Puis je Ouais, trouve ça sva, c'est tellement le soi. le soi, puis Sta, ça vient ça, de c'est comme sthana, qui est lieu, endroit. ouais, ou Le de soi qui est city, assis en soi. le debout, là, tu sais, Ouais, ouais, se ouais. tenir. Puis je trouve ça vraiment beau parce que, tu sais, depuis tantôt, on réfère aux fameuses deux bulles ou, tu sais, à la dichotomie ou à la. Puis pour moi, il y a vraiment cette idée-là, quand tu es établi, assis tranquille à l'intérieur de toi, avec des racines intérieures, mais avec un accès au monde extérieur aussi, pour moi, waouh, tu sais, quand on peut goûter à ça, il y a vraiment quelque chose de beau. Le temps file, on va mettre fin à cet entretien déjà, mais ça ne sera que partie remise. On se trouvera un autre sujet de discussion ayurvédique par la suite. Avec Euh, grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation, Jonathan. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu avais envie de partager en terminant? En terminant, moi, je suis vraiment une fille de nature enthousiaste et pleine d'espoir. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut. On n'est pas né pour un petit pain, c'est pas vrai. Et ça, c'est vraiment quelque chose que m'a enseigné l'Ayurveda. On peut pas juste enlever les symptômes, mais on peut cheminer, améliorer, Mhm. évoluer. Donc, j'ai envie de dire, oser viser plus grand, oser avoir vraiment l'espoir que quand on met, on ose prendre ce chemin-là qui peut vraiment avoir de la magie. On peut vraiment, moi, comme j'ai dit, jamais j'aurais pensé pouvoir être là tellement. Moi, j'avais ça un peu le mal de vivre aussi, là, tu sais, tellement être bien en dedans, me sentir en cohérence. Ben, merci Voilà. beaucoup, Marie-Claude, pour cette discussion. Ça passe tellement vite. Puis, donc, ça veut dire que pour moi, c'est intéressant, du moins. On va voir si notre auditoire en dit autant. Mais certainement qu'on va répéter l'expérience, puis à surveiller les nouveaux développements de potentielles collaborations entre nous et tout. Donc, à suivre. À suivre, voilà. Namasté. Namasté.